Bruno Le Maire. Bonjour Agathe Lambray. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous avez fait votre retour après des mois de silence médiatique et dans un contexte où votre camp se déchire en vue de 2027. Votre livre, Le temps d'une décision, est-il un livre de candidats, un candidat de plus? Vous allez nous le dire dans un instant, mais d'abord la France suffoque. Cette canicule est comparée à celle de 2003 et pourtant, Bruno Le Maire, ça fait 20 ans au moins que les scientifiques alertent, 20 ans que vous exercez les plus hautes fonctions aussi. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que c'est un échec collectif? Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps surtout. Beaucoup de temps pour voir la réalité en face, c'est-à-dire des canicules qui sont plus précoces, on est à peine mi-juin, qui sont plus longues et qui sont d'une intensité qui est sans comparaison dans l'histoire récente. Donc il n'y a pas de temps à perdre pour s'adapter, pas de temps à perdre pour climatiser, équiper tous les bâtiments en climatisation, notamment les bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux, les EHPAD. Et on va parler des solutions, mais c'est-à-dire, on a le sentiment qu'il faut attendre qu'il fasse 40 degrés pendant une semaine en mai pour qu'on réalise qu'il faut végétaliser les villes, changer nos pratiques. C'est très français. Mais pourquoi? C'est très français, c'est-à-dire qu'on a des débats qui sont des débats idéologiques au lieu d'être pragmatiques. Regardez le débat qu'on a eu sur le nucléaire. J'ai toujours été un fervent défenseur de l'énergie nucléaire. Mais on a perdu 15 ans à nous expliquer, dans le fond, le nucléaire, ça peut être dangereux, il faut peut-être revenir en arrière. Moyennant quoi, quand on s'aperçoit que c'est la seule manière d'avoir de l'électricité décarbonée à un prix raisonnable, on revient en nucléaire. On annonce l'ouverture de 8 réacteurs nucléaires, c'est ce que nous avions annoncé avec le président de la République. Mais pendant ce temps-là, on a perdu des années de formation des équipes, de recrutement d'ingénieurs pour bâtir dans les meilleures conditions possibles. Et Emmanuel Macron était président réacteurs. et c'est lui aussi qui a décidé ce recul sur le nucléaire en 2017. C'est aussi celui qui a décidé de rouvrir 8 réacteurs nucléaires. Et ma position a toujours été constante sur le sujet. Elle est constante aussi sur l'adaptation. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas attendre les calendes grecques, c'est décider tout de suite de s'adapter, tout en prenant les mesures nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique à long terme. Mais vous avez été au pouvoir vous-même, vous avez décidé des arbitrages, absolue. Vous avez préparé la France aux crises financières notamment. Est-ce que vous, personnellement, dans vos arbitrages financiers à Bercy, vous n'avez pas sous-estimé cette crise climatique ? Il me semble que toutes les décisions que nous avions prises sur le plan vert, sur l'adaptation, qui ont coûté très cher d'ailleurs. Je rappelle qu'au début 2022, nous avons décidé de dépenser 7 milliards d'euros de plus pour l'adaptation climatique, pour la transformation de nos habitations. Vous pensez que c'est suffisant ? Non, je pense que ce n'est pas suffisant. Surtout ce qui n'est pas suffisant, c'est la manière dont le débat a lieu aujourd'hui, où on nie la réalité et on refuse des solutions d'évidence. C'est les solutions en termes d'habitat, c'est les solutions en termes de construction, c'est évidemment les solutions en termes de climatisation. Donc plutôt que de nous prendre le mur pleine face, qui est une méthode typiquement française, c'est-à-dire qu'on débat pendant des années, et puis un jour on se prend le mur, et là on se dit « Ah oui, dans le fond », il fallait climatiser les bâtiments. Et on va en parler, mais il y a aussi, pardon Bruno Le Maire, l'impression que l'environnement, c'est la variable d'ajustement des politiques publiques. On a vu les querelles sur les zones à faible émission contre les véhicules polluants, le fonds vert censé aider les villes à s'adapter, qui est amputé d'une partie de ses crédits, les coups de rabot sur MaPrimeRénov', ça c'est la responsabilité des politiques. Mais je plaide moi pour un très grand pragmatisme. C'est-à-dire qu'on regarde la réalité en face et qu'on pense à nos concitoyens. Vous voyez, nous tous ici, on est à France Info, il fait très bon, c'est très bien climatisé. J'ai discuté avec les agents de sécurité à l'entrée, ils sont très contents, il y en a même qui dorment à France Info, qui préfèrent dormir sur place, ici, dans les locaux, parce que c'est bien climatisé, plutôt que de retourner chez eux. J'aimerais que la situation soit la même pour l'ensemble de nos compatriotes, qui puissent dormir dans de bonnes conditions. Donc la climatisation partout, Bruno Le Maire, parce que le Rassemblement National, aujourd'hui, fait la leçon au gouvernement. Oui, mais le Rassemblement National, vous savez, c'est la boussole qu'indique le Sud. C'est-à-dire que c'est les mêmes qui vous disent les conclusions du GIEC sur le réchauffement climatique, on n'y croit pas, mais il faut des climatiseurs. Donc l'absence totale de cohérence, c'est les mêmes qui vous disaient il faut plus de vaccins, mais d'un autre côté, on soutient le professeur Raoult et on pense que la solution de l'hydroxychloroquine est une bonne solution. Donc c'est une contradiction permanente qui fait tout le charme et toutes les limites du Rassemblement national. Mais on voit qu'il y a un débat et sur l'autre bout de l'échiquier politique, la France Insoumise dit qu'il ne faut pas forcément tout climatiser. Comment vous vous situez dans ce vif débat aujourd'hui sur climatiser, pas climatiser, et certains qui pensent que la climatisation, en fait, certains expliquent qu'il fera plus chaud dehors à cause de la climatisation dans les bâtiments. Je vais être très franc avec vous, je ne comprends pas ce débat. Enfin, vous avez pris le métro récemment, je suis rentré gare du Nord, j'ai pris le métro ligne 4. C'est invivable. C'est invivable. Vous avez des femmes enceintes qui sont dans le métro à 31 degrés
et qui doivent faire un trajet de 7, 8, 10, 15 stations. C'est invivable. Vous pensez au personnel soignant, vous pensez aux personnes âgées qui sont beaucoup plus fragiles que nous, qui ont 80, 85 ans, qui sont dans une maison de retraite qui n'est pas climatisée. Vous pensez aux enfants à l'école ? Vous pensez à nos enfants qui passent le baccalauréat, et sauf que j'ai un de mes enfants qui passe le bac aujourd'hui dans des salles où il fait 35 degrés. Vous pensez que c'est supportable ? Nous aurons été décalés dans plusieurs académies. J'aimerais vraiment qu'en France, nous puissions tous, collectivement, nous épargner ces débats idéologiques et que nous apprenions à regarder la réalité en face. Nous avons un réchauffement climatique qui est devenu une question de vie ou de mort. Et ce n'est pas une question pour demain, c'est une question immédiate pour les plus fragiles de nos compatriotes. Mais la Donc la responsabilité publique, que le mal, Bruno Le Maire. Mais non, la climatisation n'est pas pire que le mal. Certains Nous avons une disent électricité. Ça pollue, c'est vrai que ça pollue, c'est énergivore, ça peut réchauffer la température des villes. Le pire des mots, Agathe Lambray, c'est que nous ayons les plus fragiles de nos compatriotes qui soient fragilisés et qui risquent de mourir à cause du réchauffement climatique et à cause de l'épisode de canicule que nous vivons. Justement. Ça, pour moi, c'est le pire des mots. Et la responsabilité politique, c'est d'épargner à nos compatriotes, notamment les plus fragiles, le pire des mots. Donc oui, je suis favorable à la climatisation. Oui, je suis favorable à équiper tous les établissements publics. Oui, je suis favorable à ce qu'on permette aux particuliers de le développer dans les pièces où ils vivent, où ils dorment, contrairement à Mathilde Panot qui nous expliquait, en bonne collectiviste qu'elle est, qu'il faut réserver la climatisation uniquement aux établissements publics. Apprenons à nous épargner les débats idéologiques qui nous ont fait faire tellement d'erreurs au cours des décennies passées pour traiter concrètement les problèmes auxquels les Français sont confrontés. Justement, puisque vous parlez des plus vulnérables, les trains ne sont pas du tout bien climatisés pour certains d'entre eux. Le patron de la SNCF, Jean Castex, recommande aux personnes vulnérables d'éviter de prendre le train. Est-ce que c'est normal qu'un pays comme le nôtre empêche les personnes vulnérables de prendre le train en France à l'été 2026 ? Mais il est dans son rôle. Il protège les voyageurs, il protège les plus fragiles, mais ce qui devrait tous nous choquer, c'est qu'un pays aussi puissant économiquement que la France puisse être aussi déclassé face au réchauffement climatique. Parce que c'est ce déclassement qui est insupportable et qui est le fruit d'une idéologie de décroissance contre laquelle il faut lutter avec la plus grande fermeté. Dans le fond, tous ceux qui se retrouvent pour dire il ne faut pas climatiser, il ne faut pas équiper la climatisation, ça va rejeter du chaud et ainsi de suite, sont les mêmes qui vous disent il faut la décroissance et il faut la paupérisation globale du pays. Cette paupérisation globale du pays, de nos services publics, de nos trains, de nos métros, de nos hôpitaux, elle m'est totalement insupportable. Donc je considère qu'il est urgent maintenant de prendre les faits tels qu'ils sont. La canicule est là. Elle va se poursuivre, elle va se renouveler, elle est là pour des années, on la traite. Vous avez un autre sujet, par exemple, qu'on n'évoque que très peu, mais qui est lié aussi au réchauffement climatique, qui va poser des problèmes majeurs à des millions de nos compatriotes, c'est l'eau. Vous avez des parties entières du territoire français, dans le sud-ouest, dans lequel le stress hydrique atteint des niveaux qui sont insupportables, dans lequel on va être obligé de couper de plus en plus fréquemment l'eau dans des villages, dans des endroits qui sont reculés et difficiles d'accès, dans lequel il n'y a pas de solution pour nos agriculteurs. Il est temps de prendre le problème là aussi à bras-le-corps. N'attendons pas d'avoir le mur pleine face, traitons le problème. Construisons des bassins de rétention d'eau, non pas de milliers de mètres cubes, mais de millions de mètres cubes. Mais d'autres disent que c'est Construisons aux des steppes pour agriculteurs de récupérer s'adapter. l'eau, la faire remonter dans les barrages. Utilisons davantage les barrages, construisons de nouveaux barrages. Est-ce que vous connaissez Pierre-Paul Riquet ? Dites-nous. Pierre-Paul Riquet, c'est un ingénieur du 17e qui a servi Colbert. Et à l'époque, la France a construit le canal du Midi, Pierre-Paul Riquet. Elle a construit le bassin de rétention d'eau de Saint-Ferriol, immense, pour garantir l'approvisionnement en eau. Mais c'est dommage qu'au 17e, on ait des ingénieurs et une France créative qui soit capable de stocker l'eau, d'irriguer, parce qu'elle avait compris que c'était stratégique, et qu'en 2026, au moment où le réchauffement climatique frappe beaucoup plus durement, on ait encore ces débats sur la climatisation ce que vous dites. ou sur la rétention d'eau pour nos agriculteurs et pour l'eau potable. Certains d'ailleurs disent que c'est aux agriculteurs de changer de récolte et d'utiliser. Ah mais c'est les mêmes. Ah mais c'est bien sûr, c'est les mêmes qui vous disent, c'est toujours les mêmes, les idéologues verts qui vous disent c'est la faute des agriculteurs, ils n'ont qu'à s'adapter, ils n'ont pas de solution, c'est à nous de leur retrouver. Il y a l'idéologie, il y a aussi le nerf de la guerre, pardon, mais c'est l'argent, parce que adapter les villes et climatiser partout, ça coûte des milliards, et les caisses sont vides. Qui va payer tout cela ? Ça dépend des priorités que nous nous fixons. Le rétablissement des comptes publics, il passe par la définition de priorité. C'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous ne faisons plus. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je sais que ce n'est pas très populaire, mais ça a le mérite de correspondre à la vérité.
que si nous continuons à avoir un État social qui dépense toujours plus, qui veut toujours garantir plus la gratuité de tout, et que dans le même temps, on veut construire un État qui protège physiquement, qui protège en termes de sécurité, qui protège contre le réchauffement climatique, on va droit dans le mur. Les deux priorités ne sont pas compatibles. Il faut faire des choix. Et vous, Je vous donne dites un État exemple. régalien en priorité. Bien sûr, l'État qui protège en priorité. Mais donc, faut regardez couper pour les dans le transports social. publics, mais vous avez un choix. Pour les transports publics, on vous dit qu'il faut la gratuité des transports publics pour tous, pour tout le monde, partout. Ben non, tout a un coût. Les transports publics ont un coût qui est très élevé. Donc vous faites un choix, soit vous investissez dans des rames qui sont de qualité, qui protègent l'environnement, qui sont bien climatisées pour permettre à ceux qui se déplacent, qui travaillent, de circuler dans des conditions décentes, tout simplement décentes. Soit vous dites, tout va être gratuit, le transport, le RER, le métro, Le problème, c'est la qu'on paye SNCF. déjà Bruno Le Maire, donc c'est pas comme si on pouvait encore Oui, augmenter on les prix paye à un énormément. niveau qui correspond assez peu au coût réel des transports publics. Moi, mon choix, c'est d'avoir des services publics qui fonctionnent bien, dans lesquels il y a un coût qui est assumé par la collectivité, qui est assumé en partie par le citoyen, pour que l'État puisse correctement protéger. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition écologiste de Marine Tondelier qui veut un congé climatique, 5 jours de congés payés par an en cas de grosses inondations ou catastrophes climatiques? Ah ben, elle ne me surprend pas. Et elle correspond parfaitement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le choix de la décroissance, le choix de la paupérisation, le choix de la relégation de la nation française et des Français. On peut toujours travailler moins. On sait tous qu'il faut travailler davantage. Et quand Valérie Donc, le Pécresse, choix... par exemple, parle de télétravail aujourd'hui en Ile-de-France parce qu'il fait trop chaud, elle n'est pas décroissante, Valérie Pécresse. Non, mais elle parle de télétravail. Bien sûr. Elle ne parle pas à jour de congé. C'est une nuance qui me paraît importante. Mais vous voyez bien que et c'est vraiment tout le mérite des débats politiques que nous avons, que le choix il est clairement posé. Soit vous dites, on adapte les transports, les bureaux, les lieux de travail au réchauffement climatique pour pouvoir continuer à travailler, soit on fait le choix des verts, le choix de la décroissance, et on dit il faut travailler moins, on n'adapte pas, on ne met pas de climatisation, et puis le pays va avoir une croissance toujours plus faible, toujours moins d'emplois, et s'enfoncer toujours plus. C'est ces deux choix qui sont totalement incompatibles, ils sont clairement posés, et je remercie les Verts d'avoir été très clairs sur leur choix. Leur choix, c'est la décroissance et la paupérisation générale du pays. C'est évidemment pas le mien. Et vous dites qu'il faut assumer un peu moins d'État social et faire payer plus cher les transports en commun, notamment pour les climatiser, pour les améliorer. Il y a aussi plus de 1000 milliards de dettes, Bruno Le Maire, après votre passage au ministère de l'économie. Est-ce que vous vous sentez co-responsable ou responsable aussi de la situation dans laquelle aujourd'hui, plus d'argent pour le changement climatique, plus d'argent pour la justice, plus d'argent pour les retraites? Bien sûr. Vous avez été ministre des Finances pendant 7 ans, vous prenez vos responsabilités. D'ailleurs, votre chiffre, il est plus exact. Agathe Lambray, on est à 1250 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Parce que depuis que je suis parti, la dette a augmenté de 250 milliards. On l'avait arrêté quand vous êtes parti. Preuve que ce n'est pas un problème d'homme, c'est malheureusement un problème de système. Mais je prends toutes mes responsabilités parce que on célèbre beaucoup, et à juste titre, une des plus grandes figures et des plus marquantes et des plus touchantes de notre histoire, qui est Marc Bloch. Marc Bloch disait sur la responsabilité, un chef est responsable de tout ce qui se fait sous ses ordres. Peu importe qu'il n'ait pas eu lui-même l'initiative de chaque décision, qu'il n'ait pas connu chaque décision. Parce qu'il est le chef et qu'il a accepté de l'être, il lui appartient de prendre à son compte, dans le mal comme dans le bien, les résultats. Et votre chef, c'était Emmanuel Macron. C'est ce que je fais. Vous. Non, le chef des finances, c'était moi. Alors oui, il y a eu des erreurs qui ont été commises par les services, ils se sont plantés sur 40 milliards d'euros de recettes, ce qui est totalement invraisemblable. Mais parce que vous êtes le chef de l'administration, vous prenez vos responsabilités. Est-ce que vous ne regrettez pas juste de ne pas avoir quitté Bercy? Non, parce que vous dites que vous avez alerté, mais vous êtes resté. La démission est une désertion. Donc, quand il y a un combat à mener sur le rétablissement des comptes publics, sur les décisions difficiles que j'ai eu à prendre, sortir du bouclier tarifaire sur l'électricité, sortir du bouclier tarifaire sur le gaz, mon état d'esprit est un état d'esprit de combattant qui fait ce qu'il doit faire et qui reste à sa place et qui fait la mission qu'on lui a confiée. Dans un instant, Bruno Le Maire, on va parler d'international. Vous qui dites que l'accord entre l'Iran et les États-Unis est une mascarade. Mais pour l'instant, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Antoine Geoffin. Depuis samedi soir, 13 personnes sont mortes noyées en France, dont une adolescente de 13 ans hier soir en Seine-et-Marne. Bilan donné ce matin par la sécurité civile sur Paris-Île-de-France. En Gironde, 3 retraités sont morts hier
probablement de chaleur d'après la préfète du département. 49 départements en vigilance rouge canicule aujourd'hui, du jamais vu dans ces proportions. 40 en orange, jusqu'à 43 degrés attendus aujourd'hui dans le Lot et en Charente. Plus de 800 écoles et collèges restent fermés ce lundi, des trains supprimés sur le réseau francilien. L'Iran parle de bons progrès sur la question de son pétrole et de ses avoirs gelés à l'étranger. Réaction à l'issue de la première journée de négociations avec les États-Unis. Les deux pays conviennent d'une feuille de route pour arriver à un accord définitif sur 60 jours. Les délégations poursuivent les pourparlers cette semaine en Suisse. Kylian Mbappé, centenaire, à seulement 27 ans. Le capitaine de l'équipe de France de football fêtera sa 100e sélection ce soir à Philadelphie face à l'Irak. Deuxième match de poule des Bleus dans ce mondial après la victoire contre le Sénégal. Soirée spéciale dès 21h pour ce France-Irak sur France Info. Le compte d'envoi, c'est à partir de 21h, 23h. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie et des finances, vous publiez Le temps d'une décision chez Gallimard et on parle de l'Iran, Paul. Oui, on vient d'entendre dans le fil info les nouvelles de ces négociations entre Américains et Iraniens dans cet hôtel de luxe des Alpes suisses. On sait que les Iraniens sont restés une grosse heure, qu'ils ont refusé de prendre une photo avec les Américains. On sait que les médiateurs pakistanais et qataris annoncent ce matin donc des progrès sur le Liban et sur le détroit d'Ormuz et la mise en place d'une ligne de communication entre Iran et les États-Unis. Quelle est pour vous, Monsieur le Maire, la toute première priorité dans ces négociations? C'est le nucléaire. Ah, ils disent qu'ils n'en ont pas parlé, les Iraniens. Bien sûr. Les Iraniens, ils ont tout lieu de se frotter les mains. Cet accord est une mascarade. Donald Trump a mis fin à la guerre parce qu'il voyait que ça lui coûtait trop cher, politiquement, financièrement, et donc il fallait couper net. Il a coupé net, il a pris sa perte. Pourquoi c'est une mascarade? Parce que les grands gagnants de cette affaire, ce sont les Iraniens. Et je dois dire que ça me révolte. D'ailleurs, je pense avoir été l'un des seuls à dire depuis 7 jours, c'est une mascarade. On parle peu de ce sujet qui est pourtant fondamental pour notre sécurité, à nous, Français. C'est une mascarade d'abord parce que le régime iranien, un des plus durs de la planète, un des plus horribles de la planète dans la manière dont il traite son peuple, va voir les sanctions levées et bénéficier d'un chèque d'environ 300 milliards de dollars. Formidable. C'est la récompense de la vertu au vice. Ensuite, le sujet majeur qui est celui des missiles balistiques qui peuvent toucher le sol européen. L'Iran dispose aujourd'hui de missiles dont la portée leur permet de frapper la Grèce et le sud de l'Europe. Ce sujet n'est même pas abordé. Quant au nucléaire, qui est quand même l'enjeu le plus important, qu'on garantisse que l'Iran des mollahs n'ait pas accès à des bombes nucléaires, à du nucléaire militaire. Il est à peine évoqué et de toute manière, il sera moins bien traité qu'il l'était par le fameux accord JCPOA que nous avions lancé avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac en 2003. Donc c'est pire qu'avant. J'ai un souvenir des négociations, j'y ai participé. Ces négociations, elles étaient très détaillées, elles étaient très fournies, parce que contrôler l'accès au nucléaire militaire d'une puissance aussi importante que l'Iran, près de 90 millions d'habitants, un savoir scientifique considérable, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de technique et beaucoup de temps. Et ça Donald a été Trump l'a envoyé en déchiré l'air lors de par son M. premier Trump, bien sûr. Donald Trump a déchiré cela en 2018 lors de son premier mandat, et aujourd'hui voudrait nous faire croire qu'en 48 heures, il va produire un accord aussi strict que celui qui avait été négocié pendant 13 ans. Mais là, c'est un mensonge. Là, la télévision d'État iranienne affirme que le nucléaire n'a même pas été abordé. Et je vous dis, les Iraniens ont tout lieu de se frotter les mains. Ce qui est très intéressant dans cette guerre, c'est de voir à quel point l'histoire se répète. Dans le fond, lorsque les États-Unis livrent des guerres qui sont nécessaires, des guerres justes, ils les gagnent. Quand les Américains viennent à notre secours pendant la Première Guerre mondiale, ils nous font gagner cette guerre. Lorsqu'ils débarquent en 1944 et qu'ils rentrent dans la Seconde Guerre mondiale, ils permettent d'éliminer les puissances de l'Axe et d'éliminer le nazisme. Ce sont des guerres nécessaires, dans lesquelles les États-Unis sont entrés parfois contre leur gré, mais ce sont des guerres justes et ce sont des guerres qu'ils gagnent. Quand ce sont des guerres de choix, il n'y a pas de contre-exemple, ils les perdent systématiquement. L'Afghanistan, retrait piteux. L'Irak, développement du terrorisme. Et l'Iran, à nouveau, un échec flagrant des États-Unis d'Amérique qui sont obligés de conclure une paix honteuse avec l'Iran, en faveur de l'Iran et en faveur du régime des mollahs. Moi, ça m'amène à une conclusion que je défends depuis 2 ans, c'est qu'il est temps de prendre nos distances par rapport aux États-Unis d'Amérique, par rapport à l'administration Trump, et de construire à toute force et le plus rapidement possible l'indépendance européenne. Pas à 27, parce qu'on n'y arrivera pas,
mais à 6. Une Europe à deux vitesses, une Europe des cercles avec un cercle de 6. Exactement, avec l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne pour les pays de l'Est et les Pays-Bas qui décident à 6 d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, avec des résultats concrets pour leurs citoyens. On entend ce que vous proposez sur l'Europe. Dans votre livre aussi, vous avancez des propositions. C'est une ébauche de programme, en fait, quand on vous écoute, Bruno Le Maire. Vous proposez aussi de décaler l'âge de la retraite à 65 ans. Vous voulez relancer le couple franco-allemand. Qu'est-ce qui vous empêche d'être candidat à la présidentielle pour porter ces idées aujourd'hui ? Tout simplement qu'il y a déjà beaucoup de candidats et surtout que la première étape de cette campagne dans laquelle nous allons rentrer doit être une étape sur les idées. Qu'est-ce que nous voulons pour le pays dans 10, 15, 20, 25 ans ? On le sait assez bien du côté de la France insoumise. La nouvelle France, c'est une France communautarisée. Donc c'est la disparition de la nation française. Voilà en résumé le projet de la France insoumise. Le projet du Rassemblement national, c'est une France étriquée. Totalement contraire à l'esprit de Marc Bloch, justement, à l'esprit d'ouverture qu'il pouvait défendre. Nous, qu'est-ce que nous défendons ? Justement, tous ceux qui ont travaillé avec le président de la République. Bruno Retailleau, Gabriel Attal, qu'est-ce que vous pensez ? Mais j'ai pas envie de défendre des candidats, j'ai pas envie de défendre des personnes. Moi, j'estime que pour le prochain chef de l'État, il y a 3 sujets absolument majeurs. Pas 5, pas 6, il n'y a pas 15 priorités, il n'y a pas 25 réformes, il n'y a pas 26 réformettes. Tout ça, c'est du niveau du Premier ministre, du ministre ou de secrétaire d'État. Ce qui est de la responsabilité première du prochain chef de l'État, c'est quoi ? C'est 1, l'appauvrissement du pays. Et la réponse, c'est quoi ? Plus de travail et la liberté pour les entreprises. Le deuxième sujet, c'est quoi ? C'est l'autorité de l'État. Et la réponse, c'est quoi ? C'est la réorganisation complète des institutions de la République pour qu'elles décident, qu'elles tranchent et qu'elles donnent des résultats. Et le troisième grand sujet, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, nous sommes en train de divorcer avec elle. On l'a vu avec le SCAF. Et que si la France et l'Allemagne divorcent, eh bien dans ce cas-là, c'est la fin de la construction européenne. Je pense que le chef d'État élu en mai prochain, le prochain chef de l'État français, sa première décision devrait être d'aller à Berlin et de poser 3 questions au chancelier allemand. Qu'est-ce que nous faisons avec les États-Unis d'Amérique, qui ne sont plus vraiment nos alliés ? Qu'est-ce que nous faisons avec la Chine, qui aujourd'hui occupe une place centrale sur l'échiquier mondial ? Et qu'est-ce que nous faisons ensemble, nous Français et nous Allemands ? Ça ressemble à un programme, ça, non ? Ça ressemble à des idées qui me paraissent utiles pour le pays. Mais personne ne porte ça aujourd'hui dans les candidats du Bloc central. Je ne vois pas. Vous ne voyez pas ? Je ne vois pas d'idée aussi simple sur ce qui, pour les 25 prochaines années, doit être le défi du chef de l'État, de ceux qui l'entourent et de ceux qui vont gouverner le pays. Je le redis, l'appauvrissement, l'autorité de l'État, on a une dernière question. l'Allemagne. Pour être président, c'est une phrase d'Alexis Kohler que vous avez peut-être déjà entendue, ancien secrétaire général de l'Élysée. Pour être président, dit-il, il faut avoir une case en plus, c'est-à-dire l'intelligence, notamment l'intellect, et une case en moins, c'est-à-dire le petit grain de folie, la certitude qu'on a un destin présidentiel. Selon lui, Édouard Philippe a la case en plus, Gabriel Attal a la case en moins. Et vous, et Bruno Le Maire, est-ce que vous avez cette case en plus et cette case en moins ? Je vais vous répondre toujours avec... La phrase est assez drôle. Je vais vous répondre à nouveau avec Marc Bloch, parce que je vous dis toute l'inspiration que m'inspire cette personne et son destin. Il est bon qu'il y ait des hérétiques. Et je pense que nous sommes dans un temps où nous avons besoin d'hérétiques. Il y a des gens qui pensent différemment et qui permettent au pays de basculer du bon côté du 21e siècle. Vous êtes un hérétique avec quelle case, vous, pour la présidentielle ? Il est bon qu'il y ait des hérétiques. Je suis plus hérétique qu'on ne le croit. L'hérétique, c'est la case en moins. Merci beaucoup, Bruno Le Maire, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci, Paul. Merci, à demain. Tout de suite, les informés.